Bonjour à tous et surtout, bonne rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, c'était un peu compliqué parce que j'ai vu beaucoup la famille et j'ai déménagé, donc c'était un petit peu fatigant. Mais c'était des vacances que j'ai appréciées quand même. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié vos vacances. Et que si vous n'en avez pas eu, vous en aurez bientôt. En tout cas, pour cette rentrée, je suis venue avec un nouveau sujet, un sujet film, qui me tient à cœur, car quand j'ai vu ce film qui date de 2002, j'ai été assez bouleversée par ce cas, car il est inspiré d'une affaire assez terrible qui s'est passée pendant des décennies en Irlande, l'affaire des Magdalene Laundry. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais d'abord, petite introduction pour bien commencer la rentrée. A tout de suite! Alors, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous parler du film Magdalene Sisters. En fait, c'est inspiré de faits réels. Je ne sais pas si les personnages se sont réellement rencontrés en même temps et dans le même Magdalene Laundry, mais en tout cas, ce sont des profils qui ont réellement existé dans les victimes de ce système. Alors, quel est donc ce système? Je vais commencer par vous expliquer d'abord très succinctement qu'est-ce que c'est que les Magdalene Laundry. Pour après entrer dans le vif du sujet, à savoir le film et l'histoire des personnages, et enfin revenir sur la réalité de que sont devenues ces victimes. Le système des Magdalene Laundry, en fait, c'est un système qui existe depuis longtemps, puisque déjà au XIIIe siècle, cela existait, mais ça n'avait pas du tout la même optique qu'aujourd'hui. Ces maisons étaient à l'époque faites pour accueillir les femmes qui étaient socialement inadaptées, c'est-à-dire les femmes prostituées, les femmes battues, les femmes qui n'avaient pas de maison ou qui n'avaient pas de famille. C'était une façon de leur donner un espoir de travailler, d'avoir une éducation et de pas forcément se réinsérer parce que le passé d'une personne qui s'est prostituée ou qui était socialement inadaptée, comme on disait à l'époque, n'était pas possible de se réinsérer. Mais au moins, elles étaient acceptées quelque part et elles étaient éduquées. Seulement, au fil du temps, cette notion tout à fait humble s'est totalement perdue. Et notamment en Irlande. En Irlande, c'est le pays où il y a eu le plus de ces maisons Magdalene. Pourquoi elle s'appelait Magdalene? C'était en référence à Marie-Madeleine dans la Bible, qui était une prostituée, qui pour se repentir de ses péchés était une des plus grandes ferventes de Jésus. Et lui, il lavait les pieds, se prenait soin de lui, d'où le fait que c'était principalement des laundries, c'est-à-dire des endroits où on faisait laver les linges. En fait, on faisait laver le linge des pensionnaires pour qu'elles puissent se laver de leurs péchés, comme le faisait Marie-Madeleine. Sauf que là, c'est devenu plus de l'exploitation qu'une simple aide pour à la fois laver les péchés et en même temps donner une seconde chance. Là, on ne parle même pas de seconde chance. On parle directement d'exploitation. Et donc, comme je le disais, en Irlande, c'est là où il y a de plus de ces institutions religieuses.
elles ont toutes plus ou moins dérivé dans un cercle infernal et qui était plus basé sur le profit que sur la mission de départ, à savoir aider les fallen women, c'est-à-dire les femmes perdues ou les femmes de mauvaise vie, parce que c'était plus considéré comme des femmes de mauvaise vie que des simples femmes perdues. Mais ça s'est fait plus à partir des 1920, jusqu'à quand même 1996. Et là, on va entrer dans le vif du sujet du film, puisque cela se passe en 1962. Le film débute assez brutalement, on ne va pas se mentir. Il présente les trois protagonistes qui représentent en fait plusieurs événements qui amenaient les femmes à se retrouver dans ces instituts. La première de ces femmes, de ces jeunes filles, s'appelle Margaret. L'histoire débute sur le mariage de sa sœur, et pendant le mariage de sa sœur, elle se fait violer par son cousin. Sa sœur voit qu'elle ne se sent pas bien quand elle réintègre les invités, et sa sœur va en parler, elle va d'abord discuter avec le cousin, puis va en parler à les membres de sa famille, et le père va en parler au prêtre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, au lieu de prendre sa défense, le lendemain, elle est envoyée dans un Magdalene Laundry. La seconde histoire, il s'agit de Bernadette. Bernadette est une orpheline. Elle a toujours connu que les orphelinats et elle est plutôt jolie. Et malheureusement pour elle, être jolie, c'est un péché. Car en fait, les garçons s'intéressent à elle, et même si elle n'a jamais rien fait avec, même si elle n'a même pas flirté avec, elle est considérée comme une tentatrice. Donc la directrice de l'orphelinat va l'envoyer dans le même centre Magdalene. Et la dernière est Rose. Rose, elle a eu le malheur de tomber enceinte hors mariage. Donc là, c'est le pire du pire. J'entends bien pour l'époque, puisque là, c'est le péché ultime. C'est-à-dire qu'elle a eu des relations sexuelles hors mariage et en plus, elle est tombée enceinte. Et là, à peine elle a accouché, on lui prend son enfant, sachant qu'elle le voulait. Elle était contente d'être enceinte puisqu'elle était heureuse d'avoir un enfant. Mais malheureusement, ses parents, avec l'aide d'un prêtre qu'elle ne connaît même pas, en ont décidé autrement et vont mettre son enfant à l'adoption, puis l'envoyer ensuite à l'institut. Donc on voit le pouvoir de certaines figures religieuses catholiques à l'époque, surtout en Irlande. Voici ces trois jeunes filles qui sont mineures, totalement désemparées, à qui on n'a rien expliqué. Très particulièrement Bernadette et Margaret, puisque elles n'ont pas conscience d'avoir fait quelconque péché, puisque Rose, à la rigueur, elle se doute que c'est parce qu'elle est tombée enceinte, mais les deux autres ne savent même pas, on ne leur a jamais expliqué ce qu'elles avaient fait. Donc c'est déjà un énorme problème. Ensuite, quand elles arrivent au Magdalene Laundry, on leur fait croire que l'Institut Magdalene, c'était un institut pour remettre dans le droit chemin les jeunes filles qui avaient péché et qu'elles allaient avoir une éducation et que en sortant de là, elles auraient lavé leur péché. C'est la fameuse seconde chance qu'on a accordée à Marie-Madeleine. Enfin, que Jésus a accordée à Marie-Madeleine. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et cette scène est assez incroyable puisqu'elle va résumer tout ce qui va venir en très peu de temps. C'est-à-dire que les jeunes filles vont être amenées dans le bureau de Sœur Bridget, qui est en fait la sœur principale qui dirige cet institut. Et elle va leur expliquer comment ça se passe ici.
Déjà, elle paraît très froide, et elle l'est. Elle est dure dans ses paroles, elle est insultante, elle est humiliante. En très peu de mots, elle les a, entre guillemets, remis à leur place, de jeunes filles pécheresses et mauvaises filles, tout simplement. Et elle leur explique qu'elles sont là pour laver leurs péchés, d'être des tentatrices, d'être des filles de mauvaise vie qui ne pensent qu'aux garçons, alors que c'est pas vrai, je le répète, et qu'elles vont devoir, comme Marie-Madeleine, laver leurs péchés en travaillant à la laverie. Sauf qu'il n'y a pas la partie éducation. Elles vont laver le linge du matin jusqu'au soir. Et elles n'auront jamais le droit de parler. Et quand je dis jamais, ce n'est pas juste pendant qu'elles travaillent, c'est-à-dire tout au long de leur séjour dans cet institut. Sachez que ça peut être très long. Le seul moment de la journée où elles vont parler, c'est quand elles vont prier. Et ça, on le découvre aussi dans toutes les petites scènes qui expliquent le quotidien de ces jeunes filles. À ce moment-là, une autre sœur va venir pour les présenter, pas aux autres jeunes filles, mais à leur nouvelle maison, si on peut appeler ça une maison, à savoir la laverie et le dortoir. Le dortoir, c'est une grande pièce avec des lits, tous alignés. Et la laverie, on voit qu'il y a des jeunes fallen women, mais aussi des anciennes, des parfois très âgées. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des femmes qui ont passé leur vie dans cet institut sans jamais en sortir. Et c'est une réalité. Même si une grande majorité de ces femmes ne sont restées qu'une année ou un petit peu plus, il y a quand même une femme sur 10 qui a passé toute sa vie dans ces instituts. C'était la petite parenthèse. Ensuite, donc reprenons, il va y avoir plusieurs scènes, plusieurs facteurs qui vont engranger la haine et l'anxiété. D'abord, il faut savoir que ce film est extrêmement bien fait, parce qu'il n'est pas déjà surjoué, on n'entre pas dans un pathos exagéré, il est très réaliste, on voit bien comment les sentiments de chacune vont évoluer. Et elles n'évoluent pas toutes de la même façon. Margaret, elle a plus de mal encore à comprendre pourquoi elle est là. Parce que on lui reproche d'être une tentatrice, sachant qu'elle s'est fait violer. C'est une victime. C'est d'autant plus horrible pour elle et difficile à comprendre sa présence au sein de ces murs. Et c'est pour ça que elle va essayer de s'interposer en disant « moi je n'ai rien à faire ici ». Qu'elle va comprendre rapidement que ça ne sert à rien de le dire quand elle va avoir les réprimandes assez violentes de Sir Bridget. C'est pour ça qu'elle va vouloir s'enfuir. Elle va essayer de fuir pendant la nuit quand les filles dorment. Et alors qu'elle s'apprête à s'enfuir, il va y avoir cette scène assez horrible qui va l'en dissuader. Effectivement, il y a une autre jeune fille qui s'appelle Una qui s'était enfuie à leur arrivée, avant leur arrivée, et qui a été récupérée. La jeune fille est traînée par son père dans le dortoir. On voit qu'elle a été frappée et son père lui hurle dessus alors qu'elle l'implore de la laisser rentrer. Et lui explique que ce n'est plus sa fille, qu'elle a fait honte à sa famille et que jamais il ne la laissera revenir. Et là, on comprend tout ce que ça engendre, ce type de mentalité à l'époque. C'est-à-dire que toute la morale sociale de l'époque rejette ces jeunes filles pour des raisons qui aujourd'hui nous paraissent très stupides. Mais ce n'est pas juste dans le cadre de ces institutions, c'est-à-dire que même au sein des familles, ces jeunes filles ne sont que des moins que rien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée.
c'est que même leur propre famille les rejette. Donc Ouna se retrouve au point de départ et elle sait maintenant que ses parents ne voudront plus jamais d'elle. En gros, elle est coincée à vie dans cet institut. Et c'est plus tard dans le film qu'on va découvrir que elle va entrer dans les ordres. Car oui, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour ces femmes qui se savaient condamnées à rester dans ces murs. C'était soit rester dans la laverie et réduite à l'esclavage, soit entrer dans les ordres. D'ailleurs, c'était un peu ça la mission des sœurs. C'était de les faire rester le plus longtemps possible. Soit en tant que fallen woman, soit en tant que repentie entrant dans les ordres. Car en tant que fallen woman, elle leur sert à faire gagner de l'argent et à maintenir les finances de ce système. Donc on en est là où Margaret assiste donc à cette scène horrifique et décide finalement de ne pas fuir, ce qui est très compréhensif puisqu'elle se doute que potentiellement ça peut lui arriver, surtout vu la façon dont son père l'a mise dans cet institut. Et c'est alors que elle prend cette décision de ne plus chercher à fuir puisqu'elle de toute façon personne ne va l'aider ni l'écouter, et d'essayer de rentrer dans le cadre, d'entrer dans le moule pour subir un minimum les violences des sœurs et pour survivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions malgré le contexte. Et d'ailleurs, c'est en faisant ce choix qu'elle choisit de sympathiser avec une autre de ces jeunes filles qui s'appelle Crispina, qui elle est là pour la même raison que Rose, à savoir qu'elle a eu un enfant et en plus on la considère comme ayant une maladie mentale. Donc elle la prend un peu sous son aile, même si elle ne parle que très peu bien entendu, mais elle sympathise avec elle dans la limite de ce qu'elles sont capables de faire sans parler. Voilà pour Margaret. Ensuite vous avez Bernadette. Bernadette, elle a un caractère beaucoup plus agressif. C'est-à-dire qu'elle a grandi dans un orphelinat, elle ne connaît pas l'amour parental ni d'une famille. Donc elle a déjà vécu un peu, pas à la dure, mais on peut dire plus difficilement. Cette jeune fille, elle a déjà de la colère en elle. Parce que c'est une enfant abandonnée. Et cette colère va grandir de plus en plus avec cette injustice quand elle comprend qu'on l'a mise là parce qu'elle est soi-disant trop jolie et tentatrice. Et d'ailleurs, il y a une phrase que Sir Bridget va dire qui va résumer absolument la condition pour laquelle elles sont là, et tout particulièrement Bernadette, que je vais vous citer tout de suite. Les hommes sont des pécheurs, ils succombent à la tentation. Dans tout pays croyant, pour les sauver d'eux-mêmes, on élimine la tentation. Voilà, tout est dit. C'est exactement la pensée sociale générale de l'époque. C'est que les hommes ne sont jamais réellement responsables d'avoir été séduits ou tentés. Ce sont les séductrices ou les tentatrices qui en sont fautives. C'est assez aberrant, on comprend bien l'aberration de cet énorme schéma patriarcal, mais malheureusement c'était comme ça à l'époque et pour certains pays c'est encore le cas, et il y a des soupçons de ce schéma qui existent même en France ou dans les pays qui sont des représentations de l'exemple de l'évolution humaine, mais il y a ces petits soupçons qui mettent à mal pas mal de petits problèmes, notamment en ce qui concerne les victimes féminines. Donc cette phrase, elle est importante parce qu'elle montre exactement l'environnement et surtout le contexte social qui a permis que ce genre d'institution existe. Donc pour en revenir à Bernadette, elle va avoir une évolution où sa colère va tellement monter. Elle va vite comprendre que
Il y a des personnes intouchables comme les sœurs, puisque les réprimandes sont assez violentes. Du coup, sa colère, elle va la tourner vers ses camarades. Maintenant, vous allez me dire, c'est quand même injuste, et c'est vrai, puisqu'elles sont autant victimes que Bernadette, mais quand on a trop de colère et qu'on ne peut gérer cette frustration et cette haine qui grandit, il faut qu'elle sorte. Et il y a des gens qui ont un niveau de colère tellement important que elle va malheureusement être transférée sur les personnes plus faibles et surtout faciles à atteindre, les autres Fallen Women. Enfin, Rose est un cas particulier puisque elle-même débute par déjà changer de nom. C'est-à-dire que quand elle arrive et qu'on lui demande comment elle s'appelle, qu'elle répond qu'elle s'appelle Rose, on lui dit « Ah bah non, il y a déjà une Rose. Alors, tu t'appelleras Pascal. » Cette Rose, on va continuer à l'appeler Rose puisque c'est son véritable nom et que ce serait une forme de respect pour elle, même si c'est un personnage fictif. Rose, elle a un tempérament très doux. Elle va suivre les règles et entrer dans le moule pour éviter tout ennui et surtout tout ce qui va être sanction derrière, car les sanctions sont physiques et morales. Et je ne vais pas trop spoiler, c'est pour ça que je ne m'étale pas dans le détail de trop d'exemples, mais j'aimerais en citer au moins un qui me paraît assez démonstratif. C'est-à-dire que les autres sœurs qui sont là pour s'occuper, ou plutôt pour surveiller ce que font les Fallen Women, elles les alignent toutes nues et elles les jugent sur leur apparence. Et elles font des concours. La jeune fille qui a la plus forte poitrine, celle qui a les plus grosses fesses, ce genre de choses très humiliantes, et ça dure assez longtemps. La scène en elle-même n'est pas si longue par rapport à ceux du film, mais on sent que l'humiliation, elle est assez longue pour que ce soit dur à supporter. Et quand l'une d'elles finit par pleurer, ce qui met fin au jeu des sœurs, elles vont simplement râler en disant « Oh, ce n'est qu'une blague, pourquoi elle le prend si mal ?» Pour montrer à quel point, en plus de ne pas avoir beaucoup de respect pour ces jeunes filles, elles ne comprennent pas que les humiliations puissent même les atteindre réellement. C'est montrer à quel point ce sens supérieur que les sœurs ont est excessif, puisqu'elles n'ont plus de notion d'être humain en ce qui concerne les jeunes filles qui sont sous leurs ordres. Mais je ne vais pas donc m'étaler sur la fin, sur tous les petits détails de cette histoire, parce que j'aimerais réellement que vous regardiez ce film. Il est extrêmement bien fait, très bien monté. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il n'y a aucune exagération sur le pathos. Ça montre une réalité qui a été très longuement ignorée. Et maintenant que vous savez tout ça, nous allons passer au petit moment historique. Alors, le petit moment historique, ce sont les dates et les événements qui sont liés à ce qu'on appelle les Magdalene Laundry. Comme je vous l'ai expliqué, c'est surtout entre 1920 et 1996 qu'on envoyait les jeunes filles dans les différents instituts qu'il y avait en Irlande. Il y en avait beaucoup, je crois qu'il y en avait une dizaine qui fonctionnaient de la même façon que dans ce film, à savoir exploiter les jeunes filles en faisant croire aux personnes qui les ont envoyées qu'elles allaient avoir une éducation. Et elles étaient tenues par 4 différents ordres religieux, tenus par des bonnes sœurs. Il y avait les Sisters of Mercy, les Sisters of Our Lady of Charity, les Good Shepherd Convent et les Sisters of Charities, qui sont les dernières à avoir fermé leur institut en septembre 1996. Pour cette vidéo, j'ai vu plusieurs témoignages, un documentaire avec des témoignages de femmes rescapées de ces instituts. Je peux vous dire que c'était assez dur de les voir, surtout de constater la difficulté avec laquelle elles racontaient ce qui s'était passé, parce qu'on ressentait à la fois
une tristesse énorme, c'est au-delà de la tristesse d'ailleurs, mais surtout une colère incroyable. Car il faut savoir que l'État irlandais a mis énormément de temps à prendre ses responsabilités en ce qui concerne ses instituts. Sachez que les Magdalene Laundry, tenues par des sœurs, elles faisaient beaucoup de bénéfices. Mais ceux qui envoyaient leur linge dans ces instituts, ce n'était pas uniquement des organisations privées, ce n'était pas uniquement des entreprises privées ou des hôtels. Il y avait aussi une part aussi du financement par l'État. Ce qui fait qu'ils étaient concrètement impliqués là-dedans. Et qu'ils n'ont rien fait toutes ces années. Car, voyez-vous, si ces institutions n'existent plus vraiment aujourd'hui, c'est pas tant parce que l'Irlande a réagi, c'est parce qu'il y a eu les machines à laver, tout le monde en avait chez soi, il n'y avait plus lieu d'avoir des laveries, et du coup ça ne fonctionnait plus. Et ces instituts ont fermé principalement à cause de ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est encore l'argent qui a juste stoppé le massacre. Ce n'est même pas la morale, ce n'est même pas une reconnaissance du mal qui avait été fait, ça ne rapportait plus. À travers ces témoignages, on apprend beaucoup de choses. On apprend déjà que ce type d'institut, il n'y en avait pas qu'en Irlande, il y avait aussi en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et dans d'autres pays. Mais c'est en Irlande où il y a eu la plus grosse dérive, à savoir de passer de aider des jeunes filles à s'éduquer alors qu'elles sont rejetées par la société, à exploiter des jeunes filles qui étaient emmenées pour des raisons complètement absurdes. Puisque, comme on a pu le voir dans le film, il y avait donc les jeunes filles violées, les jeunes filles qui étaient enceintes, les jeunes filles qui avaient eu des relations sexuelles hors mariage, mais aussi les jeunes filles considérées comme trop jolies, considérées comme tentatrices, prostituées, etc. etc. Donc, il y avait aussi les jeunes filles considérées comme ayant des maladies mentales. Et forcément, elles étaient accueillies avec beaucoup de joie, étant donné que c'était de la main-d'œuvre gratuite qui rapportait beaucoup. Et il y avait aussi cet autre problème qui était le mensonge. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, on disait aux familles que ces jeunes filles allaient avoir une éducation, ce qui n'était absolument pas vrai. Mais aussi, ce n'était pas qu'aux parents seulement qu'on mentait, c'était dans les registres. Pour illustrer, il y avait un bâtiment avec effectivement un côté éducation pour certaines jeunes filles, et vous aviez un autre bâtiment qui était la laverie. Mais les deux bâtiments étaient souvent reliés. Et il y avait des jeunes filles qui allaient dans ces institutions d'éducation, mais celles qui étaient entrées en tant que Magdalene Laundry, même si elles étaient inscrites dans l'institution d'éducation, elles n'y avaient jamais mis les pieds. Et comme le bâtiment était relié, elles dormaient et vivaient du côté laverie, mais elles étaient enregistrées dans le côté éducation. Et d'ailleurs, il y a une des anciennes victimes des Magdalene Laundry qui a témoigné et qui s'est même battue pour que ce soit reconnu par le gouvernement, car simplement elle était enregistrée comme ayant eu cette éducation. Et elle avait beau expliquer qu'elle n'avait jamais été éduquée et qu'elle a passé sa vie dans cette laverie, et que en fait les deux bâtiments étaient reliés, ça a mis un temps énorme pour que ce soit enfin reconnu. Ce n'est que le 5 février 2013 que le Premier ministre d'Irlande, Enda Kenny, a présenté ses excuses envers ces femmes qui ont subi les conditions horribles des Magdalene Laundry. Est-ce que vous vous rendez compte? Les excuses ont été faites en 2013. Le dernier bâtiment a été fermé en 1996. Sachant que l'ONU a critiqué vivement l'État irlandais pour esclavagisme et torture, puisqu'il faisait travailler et torturer des mineurs sans leur payer quoi que ce soit, en 2011 déjà.
Et c'est cette pression, à la fois de l'ONU et médiatique, qui a fait que l'État irlandais a fini par s'excuser, sachant que les femmes survivantes n'ont pas accepté réellement ces excuses, parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas une réelle sincérité, et surtout, il n'y a eu encore aujourd'hui pas d'indemnisation, ou très peu. C'est-à-dire que ça a mis un temps fou pour simplement recevoir des indemnisations. Ça pourrait paraître très vénal que voir que ces anciennes victimes, qui sont toujours des victimes pour moi, veuillent des indemnisations. Mais c'est plus que des indemnisations, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance de cet argent qu'elles n'ont jamais eu. C'est une reconnaissance qu'elles ont été enfermées des années dans des instituts où elles étaient esclaves. C'est quelque chose qui leur est dû réellement pour le coup. Elles ont travaillé pour ça à la base. On les a enfermées et on les a privées de cet argent qu'elles auraient dû avoir. On s'est engraissé sur leur dos, très clairement. Et ce qui me paraît très aberrant, c'est que peu de gens étaient au courant de ce qui se passait, même en Irlande. Ce documentaire que j'ai vu de Stephen O'Riordan, il commence par expliquer qu'il ne savait pas ce qu'étaient les Magdalene Laundry. Et quand il a découvert la vérité, il a été tellement choqué qu'il a même ajouté qu'il avait honte d'être irlandais. On a tellement bien caché ce qui se passait dans ces instituts que personne ne savait ce qui se passait. Même longtemps après, personne ne le savait. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, les sœurs qui tenaient ces instituts n'allaient pas en parler. Elles savaient parfaitement que c'était plus ou moins hors la loi. Il cite plusieurs articles de loi qui démontrent que le fait de faire travailler les enfants, ce n'est pas possible. C'est illégal. Et que le fait d'être enregistré dans un bâtiment sans préciser que cet enfant est finalement dans un bâtiment, c'est aussi illégal. Mais je disais ça pour vous expliquer que, en plus de ces sœurs qui avaient la bonne stratégie pour cacher tout ça, les jeunes filles qui avaient passé du temps dans ces instituts avaient trop honte pour expliquer ce qui s'était passé. C'était une honte d'être une Magdalene girl, une Magdalene woman. C'est une fallen woman. Déjà, le nom fallen woman, c'est assez dégradant. C'est pour montrer que on est en bas, tout en bas, quoi. On est tombé comme un ange déchu, où on n'est que des pécheresses. Enfin, elles ne sont que des pécheresses. Et cette force et cette utilisation de la religion, parce qu'il faut voir ce qui est, ce n'est pas un combat contre la religion catholique, bien entendu, c'est plutôt un combat contre ce que l'on fait de la religion et comment est exploitée et comment a été exploitée la religion pour des fins économiques. C'est ça qui est assez paradoxal aussi, c'est que ce sont des sœurs qui vont reprocher à des jeunes filles d'être des tentatrices, mais à côté de ça, elles ont une avarice incroyable puisqu'elles sont derrière leurs sous. D'ailleurs, dans le film, on le voit très bien. La plupart du temps, quand on voit sœur Bridget dans son bureau, elle compte ses sous. La première fois qu'on la voit et qu'elle explique comment ça se passe dans l'institut, elle est en train de compter ses liasses de billets. Ça montre vraiment tout. Cette scène, elle explique réellement tout. C'est pour ça que j'aime bien cette scène, plutôt je la trouve extrêmement bien faite. C'est que ça explique vraiment ce qu'il faut expliquer. Donc, et pour la petite anecdote qui n'en est pas une si petite, la dernière info sur le sujet, en 1993, des sœurs ont vendu leur terre, puisqu'elles n'avaient plus à garder cette institution, puisque ça ne rapportait plus d'argent, à un fermier. Qu'est-ce qu'a découvert ce fermier? Il y avait
une forme de charnier avec plus de 100 corps de jeunes filles non identifiées qui ont dû être exhumées. Et les sœurs n'étaient même pas capables de savoir combien il y avait de corps de jeunes filles enterrés. Et ça a fait un scandale immense. C'est surtout à partir de là que on a commencé à parler de ces fameux Magdalene Landry. Voilà, c'est sur cette anecdote plutôt sordide que je vais vous laisser. J'espère que cette rentrée n'a pas été trop brutale pour vous. Je vous conseille fortement de regarder ce film et de vous intéresser aussi au documentaire. Je vais d'abord mettre des liens dans la barre d'informations en dessous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et si vous voulez plus de sujets de ce genre. Je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo, et puis faites bien attention à vous. It's a real jungle out there. Salut!